Bonjour à tous et merci pour votre présence ce matin. Euh, Déjà un petit test pour s'assurer que vous nous entendez tous bien. D'accord, si vous pouvez faire un petit pouce ou un petit message si vous avez des problèmes de... C'est bon? Alors, merci pour votre présence pour ce webinaire autour du processus Procure to Pay et de la facturation électronique. On va commencer juste par quelques consignes pour que le, les échanges se passent au mieux. Donc, votre micro et votre caméra sont coupés par défaut, hein. Donc, si vous voulez interagir avec nous, et ce sera avec plaisir, hein, autant que ce soit interactif, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si vous avez le moindre problème de son ou d'affichage pendant la webconférence, surtout levez le doigt et dites-le nous parce qu'on ne s'en rendra pas forcément compte. Et puis on a quelqu'un qui est joignable, Claire, qui est avec nous et qui s'occupe de tous les problèmes techniques, donc vous pouvez aussi l'appeler. Voilà, donc on répondra soit en fin de conférence, soit au fil de la conférence, en fonction des questions qui seront posées. Et dans tous les cas, en fin de conférence, vous recevrez le support de notre intervention et un lien pour, si vous souhaitez, la réécouter, si éventuellement vous n'avez pas été dans de bonnes conditions pour l'écouter. Un petit tour de table. Je vais présenter les personnes qui interviendront ce matin. Euh, Guillaume Louvet, donc, qui est associé du cabinet Lancy et qui porte toutes les sujets autour des réglementations dans les banques et dans les assurances. Selva Tirou, qui est de l'éditeur Cisax et qui viendra illustrer les propos que l'on tiendra dans la première partie par la solution Axel. Shalbat Ayer, qui est un consultant et qui est notre référent autour de la facturation, de la réforme de la facturation électronique, et Grégory Guillaumin, qui est notre référence plutôt sur tous les sujets autour de comptabilité, en particulier sur le processus Procure to Pay. Et moi-même, donc Séverine Levaillant, associée Lancy, et en charge de la fonction finance. Donc, un petit mot sur Elancy. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va être rapide. L'objectif, c'est de rentrer rapidement dans le cœur de notre sujet. Nous sommes un cabinet de conseil qui a dédié au conseil en organisation et management pour des acteurs de la banque et de l'assurance. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation, qu'elle soit liée à de la réglementation, à des enjeux d'optimisation, à des sujets SI. Voilà, aujourd'hui, on est 300 consultants et on a un chiffre d'affaires de 46 millions d'euros. On est présent en France, au Luxembourg, en Tunisie et au Maroc. Vous aurez l'occasion dans le support de regarder quelques références sur nos sujets autour notamment des directions financières. Je vous laisserai en prendre connaissance. Sachez en tout cas qu'on intervient depuis 2 ans maintenant auprès d'un certain nombre de grands groupes bancaires sur la mise en place de cette réforme de la facturation électronique. On intervient depuis toujours sur le sujet, le processus Procure to Pay. Et voilà, et c'est cette expérience qu'on veut vous faire partager aujourd'hui. Alors effectivement, donc les objectifs de ce webinaire, on aura 3 temps. Un premier temps autour des enjeux de la réforme de la facturation électronique et avec un retour d'expérience sur la façon dont s'organisent les grands programmes. Il y avait au départ une première échéance pour cette réforme qui était juin 2024 et qui concernait les entreprises d'une certaine taille. Donc ces entreprises ont déjà initié des programmes depuis 2 ans et il nous semblait intéressant de partager la façon dont elles s'y prennent, les difficultés qu'elles rencontrent pour que les entreprises qui étaient concernées par les échéances suivantes 2025 ou 2026 et maintenant que tout le monde est concerné par l'échéance 2026 puissent profiter de ce retour d'expérience. On aura aussi un petit moment sur les enjeux d'optimisation du processus Procure to Pay. Et ça sera porté en particulier
par Guillaume et Grégory. Et puis enfin, la troisième partie, c'est Selva, qui illustrera nos propos en démontrant comment une solution telle qu'Axel peut répondre à un certain nombre de douleurs que l'on rencontre sur le processus Procure-to-Pay quand il est mal équipé. Les enjeux de la mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique. Il y a évidemment un sujet assez majeur, et c'est souvent le premier sujet qui a préoccupé les établissements, qui est tout le setup technique à mettre en place pour être capable de réceptionner et émettre des factures dans les formats attendus. C'est notamment comment est-ce que je me connecte au portail public. Est-ce que je m'équipe de ma propre PDP, ou bien est-ce que je vais me connecter directement au portail public, avec des avantages et inconvénients, évidemment, en fonction des deux solutions. Et les grands établissements ont tous fait le choix de leur propre PDP. Le deuxième sujet de complexité, c'est la constitution ou la mise en œuvre, ou la mise à niveau, parce que parfois il existe, mais il n'est pas très bien entretenu, de son référentiel fournisseur et client, le KYS et le KYC, pour alimenter l'annuaire, qui est un des sujets clés, puisque, vous le savez, ces factures devront comporter un certain nombre de nouvelles informations, et sans ces informations obligatoires que vous devez avoir en référence dans vos référentiels fournisseurs et clients, les factures ne pourront pas, seront bloquées. Troisième sujet de difficulté qu'on observe chez les clients qui travaillent sur cette RFE, la mise en place de points de contrôle tout au long de la chaîne, pour s'assurer que les factures qui sont émises correspondent bien quelque part à ce il y a ensuite, ce qui est retrouvé ensuite dans les positions, dans les comptes, avec notamment tout un sujet autour de la TVA et de la CA3, et que à la fois votre CA3, ce que vous avez indiqué dans votre facture et ce qui figure dans votre comptabilité, tout ça, ça soit bien évidemment cohérent et aligné. Ça, c'est un sujet qui n'avait pas forcément été complètement identifié au démarrage des projets, et qui aujourd'hui fait couler pas mal d'encre. Les enjeux de conduite du changement, évidemment, le métier de la comptabilité fournisseur va changer. Quand ce sont les métiers directement qui émettent ou reçoivent des factures, ils vont devoir procéder différemment. Et donc, il y a des enjeux de conduite du changement au niveau de la compta fournisseur, mais potentiellement aussi plus largement au niveau de l'entreprise, en fonction de là d'où vous venez et de l'organisation que vous envisagez. Et puis enfin, évidemment, vous ne pouvez pas faire le projet de réforme de la facturation électronique sans revoir vos processus amont et aval, que ce soit le procure-to-pay ou l'order to cash. Ce que l'on constate, c'est que souvent, le processus procure-to-pay, ça fait partie des process qui avaient été un peu oubliés dans la digitalisation des processus que l'on conduit depuis plusieurs années. Et donc, souvent, c'est encore un process très manuel, très papier. Et il y a évidemment, par conséquent, des enjeux de gains importants. On y reviendra un petit peu plus loin. Je vais laisser la parole maintenant à Shalbat, qui est un de ceux qui pilotent opérationnellement un des gros programmes sur le sujet de la RFE, et qui va vous partager le retour d'expérience et vous expliquer comment un acteur s'organise pour conduire ce projet. Merci Séverine. Donc effectivement, chez Lancy, nous accompagnons aujourd'hui plusieurs grands établissements dans des projets de facturation électronique, dont un acteur du leasing en France. C'est là où j'interviens plus spécifiquement. C'est que la facture, dans l'activité de leasing, elle a vraiment un rôle central, dans le sens où c'est un élément qu'on retrouve tout au long de la chaîne. On va recevoir une facture après une demande de financement pour valider en fait la demande et mettre en place un contrat. Ensuite, ce contrat va se matérialiser par la mise en place d'émission de facture à la période.
Et plus tard, en après-vente, on aura une gestion qui pourra occasionner des modifications de facture, des ajustements. Et donc, on retrouve effectivement la facture tout au long du process, tout au long de la vie du contrat sur l'activité leasing. Donc, chez ce client, quel était l'objectif? Le programme objectif. Le premier, c'est bien sûr l'objectif de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires, notamment avec le nouveau planning et donc une entrée en vigueur de la réglementation à septembre 2026 pour toutes les entités de ce client. Et le second objectif, compte tenu en fait de la révision des process qui s'imposent à nous dans le cadre du programme, notamment l'étude des processus existants, on en profiter pour optimiser les processus qui sont aujourd'hui en place. Alors, le périmètre d'intervention de la mission à Lancy, on intervient plus spécifiquement donc, au pilotage de ce programme et en leader également sur des chantiers spécifiques sur ce programme. Donc, ça sera les chantiers organisation et processus, on y reviendra un petit peu plus tard, le chantier data et le chantier change. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on est sur une matrice assez conséquente à 3 entrées, où on a en fait une multitude d'acteurs qui traitent de la facture, que ce soit en réception ou en émission. C'est-à-dire que chez cet acteur du leasing, on a environ 20 entités, on a plus de 20 entités juridiques. On a répertorié une dizaine d'outils de facturation qui peuvent être utilisés quelquefois par plusieurs entités. On a également des entités qui utilisent plusieurs outils de facturation. Et on a également 20 services qui interviennent pour plusieurs entités et qui peuvent utiliser plusieurs outils de facturation. Donc, on a une matrice assez conséquente et l'objectif, c'est de répondre aux besoins en fait, de tous ces acteurs. Mener à bien ce projet, donc on a proposé une structuration du programme par lot et par chantier. Et pour répondre en fait à cela, on a positionné 3 lots dans l'idée pour répondre en fait à des degrés de maturité différents et également à des macro-process différents. Le premier lot qu'on a identifié, c'est un lot de préparation à la facturation électronique, on pourrait dire un lot de cadrage, où l'objectif, ça va être de documenter tous les process qui sont aujourd'hui existants, cartographier tout ce qui peut être réalisé et étudier ces process-là pour voir quelle est la hauteur de marche, ce qu'on a à mettre en place pour répondre à la réglementation électronique. On a également un sujet de mise en conformité des factures existantes. Ce qu'on peut voir aujourd'hui chez cet acteur, c'est qu'on a quelquefois besoin de corriger certains points, faire du rattrapage sur certaines choses qui ont pu être mises de côté et qui là s'imposent à nous et doivent être corrigées pour pouvoir mener à bien ce projet. Et donc, typiquement, ça va être, on va répondre à des cas d'usage spécifiques qui sont définis par l'AIFE dans le cadre de ces publications de spécifications externes. Et on va avoir notamment tout ce qui touche à des produits où on va retrouver des tiers à la facturation. On a également des sujets autour des regroupements de factures. On sait que certaines pratiques demain ne seront plus possibles. Et donc, ça va nous imposer de revoir la façon de travailler avec ces clients-là pour payer quelquefois plusieurs factures, là où aujourd'hui, on pouvait se permettre d'envoyer une seule et même facture. On a également un sujet d'enrichissement et fiabilisation des données, donc Séverine y faisait référence. On a ce besoin-là avec 3 nouvelles données obligatoires qui s'imposeront à tous les acteurs et qui devront être présentes sur toutes les factures qui s'échangeront sur la place. Malgré tout, le constat qu'on fait chez cet acteur-là, c'est qu'on a également un petit peu de rattrapage à faire avec des données qui sont déjà obligatoires et qui peuvent être absentes sur certaines factures. Et enfin, sur ce lot-là, également en préparation de la facturation électronique, il y a un choix qui a été fait, c'est celui de basculer, en fait, de changer de régime fiscal pour basculer à la TVA, à l'option sur les débits. Pourquoi? De façon à s'affranchir en fait de la mise à jour d'un statut dans la gestion du cycle de facturation qui s'imposera aux acteurs. Et donc, ça permet d'éviter de mettre à jour le statut encaissé et de se cantonner à un statut déposé lorsqu'on émet une facture parce que la TVA est réputée encaissée dès l'émission de la facture. Les 2 autres lots, donc je ne vais pas forcément les détailler, mais en fait, là, on va faire appel à des macro-process. Donc, on aura un premier lot qui va couvrir toute la partie avant-vente avec la réception de factures.
et un second lot qui va couvrir, un troisième lot, pardon, qui va couvrir la partie émission de facture et donc après-vente. Et pour chacun de ces lots, on va devoir retravailler les processus aujourd'hui existants pour y intégrer et répondre aux obligations réglementaires, que ce soit en termes de gestion du cycle de vie, en termes d'intégration de l'annuaire qui sera mis à disposition par le portail public de facturation demain et qui sera un élément qui sera obligatoirement à prendre en compte pour s'échanger des factures B2B demain, et également le sujet de la production du e-reporting. Enfin, pour répondre en fait à ces différents lots, on a décidé de se structurer en identifiant 7 chantiers majeurs qui pour nous semblent importants à mener et à identifier. Donc, on a un premier chantier organisation et processus parce qu'effectivement, on vient de voir que tout au long de la chaîne et notamment sur l'activité de leasing, on aura des impacts sur tous les traitements qui sont aujourd'hui en place. Ce qu'il faut voir aussi aujourd'hui, c'est qu'on est sur un acteur qui traite énormément de factures papier. Et donc, on a vraiment un vrai besoin de digitalisation et la facturation électronique va imposer justement cette digitalisation aux clients. On aura un chantier IT, un chantier data, on en a parlé tout à l'heure avec ces nouvelles données obligatoires qui seront intégrées, plus la gestion de l'annuaire. Un chantier de change pour un accompagnement du changement aussi bien en interne mais qu'en externe, parce qu'on voit en fait que c'est un sujet qui sera également impactant sur les relations qu'on pourra avoir avec nos fournisseurs ou avec nos clients. Un chantier PDP. Dans le cadre de ce programme, c'est ce que disait Séverine tout à l'heure, il y a beaucoup de grands acteurs qui ont fait le choix de retenir une PDP, donc une plateforme de dématérialisation partenaire. Ça a été le cas chez ce client-là et donc on a différents échanges avec cet intermédiaire pour voir comment on va s'interfacer et travailler avec eux. Et enfin, un chantier de normes qui est un peu le garant de la veille comptable et fiscale, et un chantier pilotage qui chapeaute tous ces chantiers-là en fait et qui assure le pilotage transverse du programme. Là, ce qu'on peut voir en fait à travers cette présentation, c'est que vraiment les process sont vraiment remis en question, sont challengés, et on intervient sur une multitude de services et souvent des services qui ont été un petit peu oubliés des précédents projets de digitalisation. Et c'est là où on voit qu'il y a en fait un vrai enjeu d'optimisation de processus. Et pour cela, je vais laisser la parole donc à Guillaume et à Grégory qui vont vous détailler ce point-là. Merci, Shelbat. Merci, Shelbat. Effectivement, classiquement, on a 4 enjeux principaux à traiter quand on veut optimiser le processus qu'on vous partage à l'écran. Sur la partie processus, finalement, il ne faut pas oublier dans le to-pay. Et il s'agit bien de maîtriser finalement ce que consomme l'entreprise, notamment dans ces différentes modalités opérationnelles, encadrement contractuel, les grilles tarifaires, le reste très en amont dans le process et l'enrôlement, le juridique, les achats. Et on le verra avec les autres. Le contrat, il n'est pas signé quand on démarre, et puis la facturation se déclenche alors que le contrat n'est pas signé. Le client ne sait pas quoi faire de tout ça. Donc, il y a bien une vision bout en bout à appréhender. Sur justement les paiements, eh bien l'enjeu principal, c'est de procéder aux mises en paiement, aux réconciliations entre la facture et les engagements de dépenses prévisionnels. Et tout ça, il faut le piloter parce que ça a un impact sur les délais de paiement, ça a un impact sur les erreurs d'imputation qui sont généralement liées, et ça a aussi un impact sur la trésorerie. Et on verra que tous ces éléments-là, et c'est Grégory qui le mettra en évidence, ça a des impacts financiers en réalité, c'est pas simplement de la mise en paiement, ça tire beaucoup d'éléments et de gestion de trésor par ailleurs. Il y a qui doit couvrir ce bout en bout, des grilles de contrôle à définir à différents endroits du processus,
Et il faut évidemment envisager des contrôles de niveau 1, de manière très classique, mais également de niveau 2. Pourquoi? Parce que le processus, la documentation, Shalbat a parlé du chantier de normes, c'est important d'avoir dans le processus, ou le workflow, comme on l'appelle, des éléments de contrôle qui permettent de sécuriser et de fiabiliser tout le processus et de s'assurer qu'on passe bien d'une étape à l'autre avec ces feux verts qui se déclenchent au fur et à mesure. Et le contrôle de niveau 2 doit permettre de bien s'assurer que le déploiement de votre processus procure-to-pay soit adapté et adopté plutôt par l'ensemble des parties prenantes, y compris des gens qui pourraient considérer qu'ils ne sont pas spécifiquement concernés, comme les juristes, etc. On ne parle évidemment pas du nombre de fois où les contrats sont perdus, on n'a plus de référence. Or, les comptables, ils ont besoin de la référence pour déclencher le paiement. Donc, il faut avoir des contrats, des contrôles, autant sur la contratech que sur est-ce que le métier a bien validé la mise en paiement. Évidemment, vous aurez compris qu'autour de ces trois enjeux premiers, il y a le change. Shalbat parlait du change avec les fournisseurs et les clients, mais il y a le change en interne. Et lorsque vous allez finalement adresser ou mener un projet d'optimisation, eh bien, il faut s'assurer que les métiers qui vont solliciter des fournisseurs s'intègrent bien dans un processus dans lequel on va retrouver l'ensemble des interlocuteurs précédemment cités, hein, métier, juridique, achat, la compta, etc. Et il faut que chacun comprenne les outils qu'ils doivent utiliser, les processus à respecter, le timing à respecter lorsqu'il faut faire des validations, etc. On aurait pu ajouter un cinquième enjeu autour des outils. Les outils, je laisserai Grégory et que Salva en parler. Les outils doivent être une réponse dans le processus qui lui-même correspond à un besoin. Donc, finalement, le choix de l'outil, c'est plutôt à la fin, quand vous avez, vous, en fonction de la taille de votre entreprise. Shalbat parlait de situations où il y a différentes entités juridiques qui ont différents outils. Ben, finalement, il faut bien reposer tout à plat au niveau de votre processus d'un point de vue métier, le métier allant évidemment des consommateurs jusqu'aux comptables, et ce qui vous permettra de faire le choix de l'outil qui correspondra à votre situation spécifique. Voilà succinctement pour les grands enjeux classiques, et je vais laisser Grégory vous évoquer plus en détail certains éléments. Merci beaucoup, Guillaume. Il s'agit donc en fait d'illustrer ces quatre éléments, processus, paiement, contrôle et puis change. Typiquement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que améliorer ces processus, c'est une nécessité, c'est même une obligation. Le report en fait de la réforme de la facturation électronique en 2026 en est l'occasion quelque part. C'est-à-dire que on a l'esprit et ça donne le temps. Dans les processus, il y a quelques questions simples en théorie et assez compliquées en pratique à mettre en place. Alors, cette question, c'est classiquement quelles sont les activités de mes équipes. Voilà. Les détailler une à une, quel temps est pris par qu'est-ce que font réellement mes équipes, comment ils occupent leur temps, pour pouvoir derrière décliner des axes d'amélioration, bien entendu. Quelles tâches aussi sont faites en doublon? Je pense à une validation par le métier, par la comptabilité et par la comptabilité en même temps dans une validation de facture, par exemple. Là qu'on peut retrouver et qu'on retrouve justement, que moi je retrouve dans ma mission actuelle, chez un acteur en fait de type PME-ETI, CARE. Comment je pilote mes délais de paiement? Alors merci Guillaume, c'est le délai de paiement, les délais de paiement autour donc des statuts de facture, autour des temps au final. Ce qu'il y a derrière,
que je constate moi, par exemple, dans mon cas, c'est que ces temps, ils peuvent ne pas être pilotés quelque part. C'est-à-dire qu'une vision, en fait, où globalement, on traite des flux et où le pilotage à froid, en fait, le recul, comment, en fait, améliorer ces délais de paiement à 30 jours fin de mois, quand on n'arrive même pas au final à avoir une estimation, en fait, récurrente, euh, mensuelle, de ces délais et des volumes qu'il y a derrière. J'en parlais avec le 30 jours fin de mois. Comment tendre J'ai déjà donné une partie de la réponse par rapport au volume et par rapport à des éléments essentiellement là de reporting. Comment les équipes internes et externes perçoivent l'efficacité de mes traitements dans la question à se poser, c'est au final comment la compta fournisseur est vue en interne et en externe. L'externe a un gros impact réel, puisque quelque part, derrière, quand il s'agit en fait de renégocier avec les fournisseurs, si on les paye systématiquement en retard, c'est assez compliqué en fait de négocier une baisse de coût. Ça va nous amener à la chaîne de valeur. Voilà. Ici, ce que je veux dire, et je fais une transition, les ruptures de chaîne, etc., c'est que déjà dans ces questions à se poser, ça nous amène en fait à une grille de maturité. C'est ce que vous pouvez voir en fait sur cette slide, à savoir que pour une PME ETI, souvent, je ne dis pas forcément, mais souvent, ce qu'on constate nous, c'est que les process de comptabilité auxiliaire les plus classiques, comme facture et commande, sont maîtrisés. C'est le cas aussi des immobilisations, mais que des éléments plus compliqués à mettre en place, comme la gestion de l'engagement, c'est-à-dire du contrat, derrière toutes les factures non parvenues et les charges à payer, le contrôle budgétaire, par la gestion des workflows et les contrôles, n'y sont pas. Et au final, entre un acteur de petite taille de type PME, ETI, et un acteur plus grand de type entreprise du CAC, ce que décrivait tout à l'heure Chabat, eh ben, il faut placer le curseur. Le curseur, c'est pas forcément d'avoir la Rolls aussi. Et je pense que tendre dans un délai raisonnable de cette maturité faible à une maturité moyenne et, euh, et, c'est s'inscrire en fait dans un calendrier qui est raisonnable. Pour cette partie-là, je vais l'illustrer en fait par quelques axes d'amélioration possibles. Hein, c'est une liste, il y en a d'autres. Ces axes d'amélioration, en fait, on les retrouve dans la chaîne de valeur dont je parlais tout à l'heure, du processus P2P. Le processus, il commence par un référencement, s'il y a un département achat. Il n'y a pas forcément de référencement fournisseur s'il n'y a pas de département achat dans votre entreprise. Classiquement, il y en a forcément en fait dans une entreprise plus grosse. Donc, on commence au contrat, pas la commande. Liaison entre contrat et commande n'est pas forcément manifeste, en fait, je veux dire. Elle est un must-have, enfin, elle est une obligation. Mais dans les faits, la possibilité de lier, on constate une première rupture de chaîne entre la possibilité, en fait, de lier un numéro de contrat et un numéro de commande. Premier élément, en fait, d'axe d'amélioration. Deuxième élément, en fait, on voit commande, envoi facture. Facture, en fait, c'est pareil, numéro de commande et numéro de facture. Est-ce que j'arrive à les lier? On est sur des éléments déjà là, normalement, où les entreprises sont plus matures. Quoique. Après l'envoi de facture, la réception à la comptabilité. La comptabilité saisie dans beaucoup de cas, dans beaucoup de process manuels qui peuvent être et dont va parler tout à l'heure Selva. Une validation des métiers, ou plusieurs d'ailleurs, un retour à la comptabilité et le paiement. Par rapport à cette chaîne de valeur, ce que je peux dire, c'est que un élément intéressant que détaillera tout à l'heure Selva, c'est que on n'est pas seulement en fait sur une amélioration de processus pour avoir une amélioration de processus. Dans le ROI du projet,
a en fait, dans le business case, un coût de traitement d'une facture qui passe de 12 à 15 euros à 3 à 4 euros. 10 euros d'économie en 6 mois. Merci Grégory. Alors, tu nous as évoqué des axes d'amélioration. Peut-être pour conclure, c'est quoi tes 3 axes d'amélioration que tu identifies aujourd'hui? Merci Séverine. Alors, automatisation des tâches avec une réconciliation des données, amélioration des délais de paiement avec un pilotage des délais via le reporting et une nécessité de mettre en place un engagement de dépenses avec une vision en fait à la maille contrat, c'est-à-dire un provisionnement très fin. Merci. Alors, on arrive au bout de cette première partie autour à la fois des enjeux qu'on identifie, des difficultés que l'on a retrouvées dans les projets de la réforme de la facturation électronique avec maintenant cette échéance de septembre 2026. On a aussi essayé de vous dire la façon dont on appréhendait dans nos missions les processus procure to pay pour travailler à leur optimisation en vue ensuite que l'ensemble du processus envoi-réception de factures fonctionne. Nous allons maintenant l'illustrer. Peut-être un petit temps de pause. Est-ce que vous avez des remarques, des questions à ce stade? S'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Selva, donc, qui est de l'éditeur Sidax et qui va vous parler de la façon dont leur solution Axel, qui répond à un certain nombre de points de douleur qu'on a évoqués pendant cette première partie. Bonjour à tous, donc je suis Salva Tichirou, je suis directeur commercial depuis 2 ans de la société Sidax, que je vous présente en quelques chiffres. Alors Sidax est un éditeur spécialisé dans le P2P, de métier, mais essentiellement le P2P, depuis à peu près 30 ans. Et on s'adresse à une clientèle qui est essentiellement bancaire. Alors nous avons aujourd'hui une centaine de clients, assurances, sociétés financières et autres. On a 30 000 à peu près utilisateurs, puisque effectivement les solutions de P2P ne sont pas utilisées que par des comptes, aussi par des lecteurs, un certain nombre de personnes, des contrôleurs de gestion, les acheteurs, etc. Nous sommes déployés essentiellement en Europe et en France en particulier, mais nous avons des références aujourd'hui dans le monde entier. Alors ça, c'est important dans notre stratégie, notamment d'avoir des clients étrangers par rapport à la RSE et l'approche qu'on a eue, que je parlerai tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes éditeurs et intégrateurs, mais nous nous focusons depuis 2 ans sur la partie éditeur. Et sur la partie intégration, aujourd'hui, même si nous intégrons, parce que nous avons des petits établissements par nous-mêmes, nous faisons appel de plus en plus, je dirais, à des partenaires qui nous assistent sur cette partie-là, voilà, donc éditeurs et intégrateurs. Et puis d'autre part, bon, voilà, on montre un petit peu les références. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos solutions, et Sidax, s'adressent bien sûr à des établissements de taille considérable, comme vous pouvez le constater dans le... Et d'autre part, nous avons aussi des petites entreprises et des petits établissements bancaires ou assurantiels avec très peu de factures et très peu d'utilisateurs qui utilisent aussi notre solution. Donc, on pourrait croire que notre solution s'adresse aux plus gros avec les degrés de complexité qui sont propres et l'apanage des plus gros. Et en fait, il n'en est rien puisque nous pouvons aussi gérer parfaitement avec notre solution qui est scalable, je dirais, c'est adaptable, des petits établissements. Alors aujourd'hui, le webinaire portait effectivement sur la manière dont les ETI peuvent améliorer leur process. Voilà, il est intéressant que je vous fasse part tout à l'heure de notre expérience avec les ETI. Alors, nous avons aujourd'hui mis en place un produit qui s'appelle Axel, qui est la nouvelle génération. Donc, nous avons eu 3 générations de produits. Axel est la 3e génération. Et on a pris un petit peu la quintessence de nos différents produits historiques, et avec des objectifs qui ont été clairs il y a 2 ans, qui m'ont été assignés quand je suis arrivé chez Sidax, qui ont été de digitaliser encore plus, je dirais, tout le process de traitement de la facture.
Alors, il faut savoir que nous sommes sur du purchase to pay, c'est-à-dire que nous traitons l'achat, le budget jusqu'au paiement. Donc ça, c'est historique, mais nous avons vraiment digitalisé toute cette partie-là. Et je reviendrai plus tard sur la manière dont on a vraiment mis en place une connivence entre la partie instruction de l'achat et la partie traitement de la facture. D'autre part, nous avons voulu aussi mettre en place un parcours utilisateur beaucoup plus optimisé, qui correspond plus aux attentes aujourd'hui que l'on peut avoir. Alors c'est vrai que la mise en place de la réforme de la facturation électronique a été pour notre part un des éléments moteurs pour revoir le parcours utilisateur, dans la mesure où la saisie disparaissait. Il fallait mettre en place plutôt des outils de pilotage et simplifier tout ce parcours utilisateur pour les comptables, et d'autre part, adresser aussi les besoins, et c'est un des derniers points qui avait été aussi comme objectif, adresser l'ensemble des acteurs de la comptabilité fournisseur ou d'une direction financière. Alors, les résultats, ils ont été simples, hein, donc on a, avec des résultats attendus qui étaient le raccourcissement des délais de paiement, hein, alors Grégory en a parlé, et d'autre part, je dirais, la baisse du coût de traitement d'une facture. D'autre part, sécuriser globalement le process ou le workflow de traitement de la facture. Aujourd'hui, aussi tout à l'heure, mais les factures en attente, les litiges, dans le process de coût, dans l'équation coût, sont des éléments qui rentrent, pas forcément très tangibles, hein, mais qui ont leur importance et qui vont forcément réduire le temps de traitement des factures, accélérer plutôt le temps de traitement des factures, et d'autre part, augmenter le coût de traitement. Et puis, la volonté de positionner notre outil au milieu, je dirais, de la direction fournisseur en adressant tous les métiers. Alors, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, nous avons effectivement tout le spectre, hein, et parallèlement, je dirais, nous sommes bien sûr compatibles avec la RFE. Nous avons mis en place un composant, un opérateur de dématérialisation qui permet de se connecter avec les PDP ou les PPF. Et puis d'autre part, nous avons aussi un ECR qui permet, je dirais, durant la période transitoire, de gérer la facturation électronique. Aujourd'hui, le sujet est de voir comment est-ce que dans le process de purchase to pay, nous pouvons mettre en place tous les suivis de l'engagement, du budget et d'autre part de l'achat. Il se trouve que tout à l'heure, Grégory parlait des seuils de maturité. Selon la maturité, vous avez des établissements de taille considérable qui ont des solutions de gestion des achats et qui parallèlement gèrent parfois le budget, souvent l'engagement et d'autre part toute la commande et la demande d'achat. Ça, je dirais, ça peut se faire soit par un outil tel que le nôtre, à savoir Excel, où de bout en bout, gérer toute la chaîne qui est traitée, ou ça peut être géré par des outils spécialisés dans les achats et le sourcing, qui peuvent aussi, par ailleurs, gérer ces aspects, demande d'achat, engagement et autres. Et nous sommes naturellement, pour notre part, en tout cas connectés avec l'ensemble des outils de sourcing et d'achat, et nous pouvons effectivement gérer de bout en bout. Mais néanmoins, s'agissant des ETI et des établissements de taille intermédiaire, les tiers 2 et tiers 3, il se trouve que c'est un peu le parent pauvre. Nous avons aujourd'hui des établissements qui se sont mis à réfléchir, suite au Covid, avec le traitement des factures en PDF, et puis surtout avec l'avènement de la RFE, qui se sont demandé comment est-ce que l'on peut globalement optimiser, bien sûr, la partie traitement de la facture, mais aussi se sont demandé comment est-ce que, par ailleurs, je peux aussi fluidifier tout le process du budget et des achats. Et là, nous intervenons effectivement avec notre solution, qui est un couteau suisse, hein, et qui traite de bout en bout cette problématique. Et il se trouve que et aussi nos clients nous sollicitent aujourd'hui pour mettre en place. Ce qui explique la raison pour laquelle, dans le produit Axel, cette partie-là a vraiment été améliorée, optimisée et rentrée dans un workflow global de validation qui va de l'achat
du budget, de l'engagement, de l'achat, jusqu'au paiement. Alors, si nous illustrons un petit peu tout cela, je souhaitais, pour ma part en tout cas, vous montrer des écrans accès et illustrer, je dirais, la partie budget, engagement, achat. Et là, vous regardez bien, effectivement, c'est une demande de budget. Et vous voyez bien que on a d'un côté, en termes d'ergonomie, vous avez toutes les fonctions de l'application qui sont à gauche. Hein. On a je dirais, l'ergonomie que vous pouvez retrouver chez Microsoft avec Outlook. Donc, d'un côté, toutes les fonctions. Au milieu, les informations clés qui permettent effectivement d'avoir une vision, tour de contrôle de tout ce qui peut se passer au niveau du budget. Et puis, d'autre part, le détail, ligne par ligne. Et globalement, toute l'application a été pensée dans cet esprit, que ce soit pour la partie budget, que ce soit pour la partie engagement ou que ce soit pour la partie facture. Là, en l'occurrence, j'ai un petit problème parce que c'est un peu trop petit pour moi. Donc, je vais peut-être me rapprocher, Céline, si ça ne t'embête pas. Voilà. Alors, là, nous sommes sur une demande budgétaire. Alors, ce qui est particulier et qui est spécifique à Sysax, c'est que vous avez la possibilité de définir sur l'outil même le budget. Souvent, les solutions de Procure to Pay ne gèrent pas forcément le budget. Nous, historiquement, c'est quelque chose que l'on fait très bien. Donc, vous avez des demandes budgétaires qui peuvent être réalisées par les consommateurs. Ces consommateurs rentrent dans l'application et font leurs demandes budgétaires. Et comme vous pouvez le constater, elles sont acceptées ou pas acceptées par des niveaux de validation. Et d'autre part, nous sommes aussi en capacité de vous proposer des versions de budget. Comme d'habitude, là, on rentre dans les périodes budgétaires. Il se trouve que tout à l'heure, je vais avoir une réunion budgétaire avec mes patrons et on est à la V0. Et puis, on va, au fur et à mesure, avoir d'autres versions. Il en est de même là. Donc là, vraiment, j'illustre ce que nous sommes capables de faire et vous montrer effectivement se fait de manière très aisée, avec une ergonomie qui permet, assez autoporteuse, hein, si je peux me permettre, et qui permet effectivement à chacun d'avoir une vision sur le budget et la version du budget. Ce que je vous propose, c'est de regarder effectivement ensuite la partie demande d'achat. Et comme vous pouvez le constater, on reste toujours sur la même ergonomie, les modules, le détail, plutôt la tour de contrôle, et puis d'autre part le détail. Là, si on regarde tout cela, vous voyez qu'effectivement, il y a plusieurs demandes qui sont faites. D'autre part, vous avez la possibilité de compléter, de transmettre à validation, et d'autre part, on aura bien sûr, au niveau du référentiel et au niveau des habilitations, défini les personnes en fonction des types d'achats qui peuvent valider, les niveaux de validation, etc. Une des particularités chez nous, dans la mesure où nous adressons à des établissements financiers de taille assez considérable, nous avons des degrés de validation qui sont paramétrables et qui sont assez complexes. Néanmoins, vous pouvez mettre en place aussi des circuits de validation beaucoup plus simples et qui sont complètement adaptés à des ETI. Voici la demande d'achat. La préparation des engagements. Donc là, effectivement, on a toujours un écran qui reprend la même ergonomie, toujours assez autoporteuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on constate avec nos clients qui utilisent aujourd'hui Accel. Hein, le change, toute la gestion du changement, en tout cas sur l'appropriation de l'outil, se fait relativement facilement par rapport aux produits d'ancienne génération que l'on a pu nous déployer. Et ça, c'est un plus, je dirais, dans l'appropriation du produit par les utilisateurs qui sont importants. Donc, si je revenais un petit peu sur la partie préparation de l'engagement, effectivement, vous avez la possibilité, via des boutons, effectivement, de mettre en place les éléments à commander, etc. Et puis, d'autre part, les actions que vous pouvez mettre en place par les acheteurs, à savoir, j'affecte effectivement à Sysax, j'affecte à LDC, etc. Le tout de manière très aisée, avec un minimum de clics. Il se trouve qu'effectivement, les outils
d'anciennes générations, multiplier les clics, parce qu'ils utilisaient effectivement des technologies qui mettaient en place l'avènement de la souris. Là, aujourd'hui, ce que veulent les utilisateurs, en tout cas, c'est un constat qu'on a eu en discutant avec nos clients, en discutant avec des cabinets spécialisés sur l'ergonomie, les utilisateurs veulent avoir les informations sur un écran, avec un minimum de clics, et en utilisant effectivement ces clics, c'est pour forcément générer des actions et alimenter un workflow. Sujet engagement, ben voilà, on revient sur le suivi budgétaire. Donc, il y a un suivi budgétaire qui est effectué, accessible pour tous, assez simple à utiliser, et puis d'autre part, avec une personnalisation possible. Donc là, vous avez effectivement une vision, je dirais, du consommé, du réalisé, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez qu'effectivement, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de vous montrer que, bien sûr, nous traitons la facture, mais en amont, nous avons un produit performant qui permet de… Alors, je ne dis pas que nous sommes les seuls à le faire, mais néanmoins, c'est quelque chose qui, historiquement, est fait, et c'est sur cette expérience que nous avons capitalisée et mis en place toutes les différentes fonctions et les différents écrans que vous avez pu voir. Je reviens sur la facture. Voilà, si vous pouvez regarder, voilà, donc le détail, toujours les mêmes, toujours la même philosophie, toujours la même approche, à savoir, bon, ben, toutes les informations sont disponibles et lisibles très clairement. Et d'autre part, vous pouvez mener les actions qui vont alimenter le workflow, ou en tout cas le faire évoluer de manière relativement simple. C'était le suivant, merci Kevin. En conclusion, il y a un sujet sur lequel je voulais revenir, c'est le sujet de la RFE. Il est intéressant, pourquoi? Parce que, bon, bah, il y a le report, et par rapport à cela, il y a, de notre côté en tout cas, une approche qui consiste à dire à nos clients, et puis nos clients surtout nous le disent, et puis nos prospects, il ne faut surtout pas relâcher l'effort. Nous avons mené des réflexions, alors ce sont pour les établissements certains établissements ont commencé des réflexions déjà 2 ans, avec nous d'ailleurs, et d'autre part, certains se sont mis sur le sujet il y a à peu près 5-6 mois, et avec des degrés de maturité complètement différents. Donc, la plupart des établissements se disent, OK, on avait un budget, on ne relâche pas l'effort, on a le temps. Je crois que Grégory l'a très bien résumé tout à l'heure. Et prenons le temps, non pas pour faire le choix de la PDP ou de l'OD, du process, je dirais, sur la RFE, mais plutôt prenons le temps pour regarder exactement quels sont les points irritants que nous avons aujourd'hui dans nos organisations, quels sont globalement, faisons un diagnostic de nos process, soyons assistés par des spécialistes pour ce sujet-là, et utilisons l'année 2024 pour mettre en place un process complètement optimisé. Et ensuite, faisons le choix, si tant est que le choix est à faire, faisons le choix d'une bonne solution P2P qui permette effectivement d'orchestrer et d'articuler les préconisations et la nouvelle. Je pense que c'est Grégory l'a dit aussi, dans ce chantier de la RFE, ça a été pour l'ensemble des clients une opportunité pour revoir complètement leur process, et on reviendra sur les coûts et les raccourcissements des délais, et d'autre part, pour réfléchir autrement sur le métier de la comptable fournisseur et globalement l'utilisation que l'on peut avoir, en tout cas l'emploi que l'on peut faire des comptables sur la partie contrôle. Et ensuite, réfléchir, puisque c'était tout à l'heure, j'ai entendu un peu un franco de la comptabilité, réfléchir pour que la comptabilité fournisseur soit un petit peu plus centrale au sein des directions comptables, et d'autre part, faire en sorte que tous les acteurs soient impliqués. Les montants qui sont gérés, alors en termes de facturation, établissements qui ont entre 50 000 et 60 000 factures, 100 000 et voire 8 000, mais en termes d'encours, c'est important. Vous pouvez avoir des budgets qui sont de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça représente des sommes considérables, et globalement, optimiser le process de procure-to-pay est un moyen aussi, par ailleurs, d'engendrer, je dirais, des revenus,
hein, par la trésorerie, et d'autre part, de faire des économies substantielles. Alors là, on a pris une matrice qui est intéressante, hein, c'est selon le degré de maturité qui a été mis en place par Grégory tout à l'heure, le coût que l'on peut avoir. Alors, ces coûts qui ont été repris, les cabinets spécialisés sur l'optimisation des coûts du P2P ou de l'AP ont estimé qu'un établissement peu équipé et peu automatisé et qui est encore au papier à maturité faible a un coût de traitement d'une facture qui est de 13 €. Dans ce coût-là, on reprend effectivement tous les coûts. À maturité moyenne, alors pour ma part, moi j'ai mis, bon, il y a une solution P2P et d'autre part, il y a un OCR. Donc à partir de là, on arrive à descendre à peu près à 7 €. Et puis ensuite, vous avez les sociétés qui sont à maturité forte et qui peuvent descendre jusqu'à 4 ou 3 €. Et j'ai mis entre parenthèses, pardon, avec la RFE. Et effectivement, la RFE est vraiment un boost dans la baisse du coût de traitement d'une facture. Alors, si on regarde bien, une économie, hein, sur les économies, entre une société qui a une maturité faible, qui n'a pas forcément, qui a plutôt un outil comptable de comptabilité générale et qui n'a pas d'outils spécialisés, vous êtes sur une économie qui est à peu près de 6 € par rapport à la maturité moyenne. La maturité moyenne dans l'établissement qui a une solution P2P. Et sur la partie OCR, vous avez une économie qui est peut-être de 1 € à peu près. Axel, la solution P2P, c'est à peu près 3 €. Et le process, et ça c'est important, c'est 2 €. Je ne sais pas si je ne l'ai pas minoré. Hein. Voilà, ces chiffres-là sont... À dire expert, au regard de tout ce que l'on constate au quotidien. Voilà, il y a les études, il y a ce que nous avons constaté, il y a les retours d'expérience de nos clients, des clients qui ont fait des études, hein, de rentabilité et d'économie et des business plans et qui nous ont donné tous ces éléments-là. C'est ça que l'on a compulsé avec vous et nous a permis de sortir cette matrice. Alors, d'autre part, il y a bien sûr la maturité forte. Alors, nous sommes équipés avec une solution P2P qui traite le budget, les engagements et qui est capable de manière très, très fluide de traiter la facture jusqu'à son paiement avec des délais de paiement raccourcis. Et là, vous avez forcément des économies qui sont très, très fortes. Alors, la RFE, pareil, c'est notre point de vue. Il est discutable, mais il donne en proportion une bonne idée, permet quand même d'économiser 1,5 par rapport à un OCR. OCR plus ou moins performant d'ailleurs. Axel, c'est la solution P2P. Effectivement, à partir du moment où on met en place la facturation électronique, de fait, l'ensemble des éditeurs améliorent tout le process de procure, de traitement de la facture. En mettant en place, bien sûr, alors ça c'est notre cas, des workflows fluides, en mettant en place des rapprochements. À partir du moment où vous avez la facturation électronique qui arrive avec toutes les données, 120 ou 130, je ne sais plus exactement, les rapprochements se font de manière fluide et automatique et il y a de fait, si vous avez un bon outil P2P, des économies tangibles qui sont à attendre de la RSE et notamment de l'outil. Et puis, là, avec la mise en place de la facturation électronique, en tout cas dans un système optimisé et mature, le conseil, le process, l'organisation est important. Et je ne minorerai pas cette partie-là. L'effort est d'abord, alors bien sûr, l'intégration des factures en électronique via la RFE ou via les ECR permet des économies. Des éditeurs comme Sysax avec Axel vous engendrent des économies, mais les économies, c'est surtout à votre niveau, au niveau de l'organisation, que vous les ferez. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes assistés, alors pas que par Elancy, mais je disais tout à l'heure que nous étions intégrateurs, mais que de plus en plus, nous faisons appel à des partenaires, parce que nous estimons que ces partenaires-là sont des professionnels et sont meilleurs que nous. Et nous nous concentrons plutôt, nous, sur notre métier d'éditeur pour développer des produits comme Axel. Et d'autre part, sur la partie conseil, même si notre produit est assez structurant, il est important que vous fassiez assister effectivement de cabinets spécialisés, comme Elancy ou d'autres d'ailleurs, et qui vous permettront de fait de faire des économies tangibles et vous aideront à faire le bon choix de la solution. Merci, Voilà Telva.
Et voilà, j'espère qu'on arrive à la fin de webinaire. Il nous reste 5 minutes pour répondre à des questions. Voilà, nous sommes à votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Claire, est-ce que tu te Dans la conversation. Non, dans la partie des conversations. Est-ce que quelqu'un souhaite lever la main? Écoutez, merci. J'espère que vous aurez trouvé un certain nombre de réponses ou en tout cas identifié les questions que vous deviez vous poser dans le cadre de ces réflexions sur votre mise en conformité avec la RSE et de facto la refonte de votre processus Procure to Pay. Et nous sommes évidemment avec toutes les personnes ici présentes à votre disposition pour poursuivre plus loin ces discussions et regarder comment vous accompagner dans le cadre de vos réflexions en cours ou à venir. Nous vous souhaitons tous une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous.